Bonjour à tous, bienvenue dans ce Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi sur Bismart. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien évidemment. Bien dans son job, qui sont les meilleurs employeurs de France? Quelle entreprise mise sur le bien-être au travail? On en parle avec Vincent Binetruy, le directeur France du Top Employers Institute. C'est un organisme qui récompense justement les entreprises pour leur stratégie et pratiques RH. Le livre de Smart Job, on va parler humour au travail. Vanessa Marcier publie Le pouvoir de l'humour aux éditions Erol. Elle sera notre invitée. Comment fait-on pour être sérieux sans se prendre au sérieux? Eh bien, on fera le point justement avec elle. On ouvrira ensuite un nouveau chapitre avec le cercle des experts. Beaucoup d'actualités à commenter aujourd'hui, et notamment le plan du gouvernement pour lutter contre les discriminations au travail. Et puis enfin, pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi. En pleine contestation de la réforme des retraites, on parlera emploi des seniors. Recruter davantage de seniors au sein des entreprises va s'avérer nécessaire. C'est l'objet de la dernière étude Indeed. Charles Chantala, senior sales director chez Indeed, nous commentera en plateau les résultats justement de cette étude. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui des meilleurs employeurs de France et comment sont-ils sélectionnés, et on en parle avec Vincent Binetruy. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors vous êtes directeur France de Top Employers Institute. C'est le Top Employers Institute, c'est l'autorité en fait internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH dans 121 pays dans le monde. C'est ça. C'est une autorité indépendante, je crois. Exactement. Alors comment d'abord se déroule votre processus de sélection? Alors les entreprises, en fait, nous contactent pour pouvoir, à un moment donné, rentrer dans ce programme d'audit et de certification. Et après quelques échanges, nous confirment ou non le souhait d'aller dans cette direction-là et d'accepter, finalement, de challenger leurs pratiques en matière de ressources humaines en acceptant de se faire auditer par nos équipes. Et alors, quelles sont les étapes, justement, que ces entreprises ont à passer? C'est-à-dire, je crois qu'il y a un questionnaire auquel elles doivent répondre d'abord. Tout à fait. Donc la première étape, en fait, c'est un questionnaire autodéclaratif où les équipes RH de l'entreprise répondent en ligne à tout un questionnaire qui est construit autour de 6 grands domaines, 20 thématiques, près de 350 pratiques. Et en apportant les preuves de ce qu'elles avancent dans ce questionnaire. Donc ça, c'est la première étape autodéclarative. Ensuite, bien entendu, vient la phase d'audit en elle-même, où nos équipes d'auditrices et d'auditeurs viennent finalement challenger et s'assurer de la réalité finalement de l'offre RH en termes de pratique que les entreprises ont déclaré avoir mise en œuvre. Donc ça veut dire que les entreprises n'ont pas tellement intérêt finalement à surestimer finalement leurs pratiques dans cette première phase, parce que de toute façon, ça se verra à un moment donné lorsqu'on nous arriverons pour l'audit. Et alors, est-ce que toutes les entreprises peuvent être certifiées? Parce que dans la liste des entreprises certifiées cette année, on voit quand même qu'on en parlera dans quelques instants, mais il n'y a que des grands groupes. Alors, il y a beaucoup de grands groupes, quelques très belles ETI également, quand même, et puis des filiales françaises de grands groupes internationaux, donc qui sont des petites entités au niveau de la France, entre guillemets, mais qui sont filiales de grands groupes internationaux. Alors, sur le papier, oui, vous avez raison, toute entreprise pourrait être certifiée. La réalité, c'est que la structure de notre référentiel d'audit et entre guillemets, sa sévérité, quelque part, exclut de fait des entreprises qui seraient moins matures en matière de processisation de leurs pratiques, de formalisation de leurs pratiques. Alors, le Top Employers Institute existe depuis combien de temps à peu près en France? Je crois que c'est la 15e, Exactement. 15e édition, donc ça fait 15 ans. Vous l'avez dit, elle récompense la politique de ressources humaines des entreprises. Les critères de certification en 15 ans ont dû fortement évoluer déjà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, alors bien sûr, le référentiel, il a évolué. Aujourd'hui, il est construit d'une certaine façon qui est là pour finalement être très en lien avec notamment l'expérience collaborateur. C'est-à-dire que la colonne vertébrale finalement de notre référentiel sur lequel nous auditons les organisations, c'est l'expérience collaborateur avec 3 grands domaines que sont Attract, Develop et Engage, et qui sont les 3 thématiques qui pèsent le plus finalement dans la note finale, dans la pondération de la note finale, puisque pour être certifié, il faut une moyenne de 60%
en termes de sur l'ensemble des 6 domaines. Oui. Et ces 3 domaines pèsent pour le plus, mais ça a évolué bien entendu au fil du temps pour tenir compte. Et ce référentiel continue d'évoluer finalement chaque année pour tenir compte de l'évolution des pratiques en matière de ressources humaines. Alors cette année, ce sont donc 99 entreprises qui ont obtenu la certification Top Employers France 2023. Parmi elles, on a Airbus France, on a Ausy France, on a BNP Paribas Real Estate, on a Bouygues Énergie et Services, ou encore La Poste et VP. À quoi ces entreprises en fait certifiées ont dû faire face en termes justement de politique RH en 2022 ? Alors, les grandes tendances qu'on a pu effectivement constater au travers de ces différentes audits et qu'on a pu donc formaliser sur 3 grandes tendances, et les entreprises que vous citez en fait ont bien eu à gérer ces 3 tendances-là. La première grande tendance en fait, c'est d'avoir à ultra personnaliser de plus en plus l'expérience des collaborateurs. On sent qu'il y a cette nécessité, cette demande de la part des collaborateurs d'avoir une expérience collaborateur qui est toujours plus individualisée, avec cette difficulté pour les entreprises finalement de réussir à individualiser cette expérience tout en gardant finalement quand même une expérience collective de travail. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième... Pas de favoritisme, en gros. Pas de favoritisme, bien entendu. Donc ça, en tout cas, c'est pas simple à mettre en œuvre. Oui. La deuxième tendance, en fait, c'est la tendance qu'ont les dirigeants aujourd'hui, la prise de conscience des dirigeants, de mettre en place finalement des systèmes d'écoute de leurs collaborateurs, de feedback de leurs collaborateurs et de prise en compte de ces collaborateurs ensuite dans des plans d'action et comment les impliquer finalement, pourquoi pas jusqu'à l'orientation de la stratégie de l'entreprise sur certains domaines. Et puis, le troisième élément qu'on sent de plus en plus prégnant dans les entreprises, c'est comment rendre de plus en plus authentique la raison d'être de l'entreprise. Ça fait des années qu'on parle de la raison d'être, des entreprises à mission, etc. Mais au-delà du discours marketing de nos chers communicants, c'est comment rendre cela authentique dans le quotidien des collaborateurs et des entreprises, au travers notamment de l'exemplarité finalement de leurs dirigeants, mais de la capacité que ces organisations vont avoir à impliquer et donner, entre guillemets, du pouvoir à leurs collaborateurs pour mener des actions qui vont dans ce sens-là, pour justement, encore une fois, la rendre encore plus authentique, parce que les gens en ont marre du purpose washing. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, sur ces pratiques RH, comment se situe justement la France, ou plutôt comment se situent les employeurs français à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale ? Alors, sur certains sujets, on va être en avance. Sur d'autres sujets, on va être en retard. Si je parle, par exemple, d'implication des collaborateurs, on va être globalement à peu près dans la norme. Si on parle de transparence de la communication vis-à-vis des collaborateurs, généralement, la France est toujours un petit peu en retard par rapport à ses collègues européens ou dans le monde. Et puis, sur certains sujets, forcément aidés par la législation française, on va être en avance. Prenons par exemple les aspects de diversité. Si on prend la parité homme-femme, merci l'index Pénicaud, où forcément la France va être beaucoup plus en avance, mais aidée aussi par un cadre légal. Donc on a dit, c'était 99 entreprises françaises pour 2023. Quel conseil vous donneriez à un employeur qui souhaite justement être la 100e entreprise qui va être certifiée ? Déjà de postuler, ça c'est le premier conseil, parce que sinon ce sera pas possible forcément. Et puis peut-être sur les pratiques RH justement de 2023, peut-être un conseil qu'il faudrait suivre. Eh bien, le conseil, ce serait en fait très en lien finalement avec les tendances que je vous citais tout à l'heure, de bien insister sur ces éléments-là et de ne pas passer à côté, justement, encore une fois, qu'il s'agisse d'impliquer les collaborateurs, enfin de les écouter dans un premier temps, de les impliquer, et puis quelque part aussi de rendre peut-être encore plus exemplaires les leaders, les dirigeants des organisations, quels que soient les domaines, et notamment dans le cadre effectivement de tout ce qui est mission d'entreprise. Merci beaucoup Vincent Binetruy, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes directeur du Top Employers Institute France, Top Employers Institute France. Dans votre justement la prochaine sélection, un prochain critère peut-être que vous pourriez installer, c'est l'humour en entreprise, parce que l'humour en entreprise apparemment elle a un véritable pouvoir, et on en parle justement avec notre prochaine invitée, c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job, et on parle humour en entreprise avec Vanessa Martier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, coach, conférencière et chargée d'enseignement en business schools et universités, spécialiste de l'humour et du leadership, puisque vous avez même fondé Leading with Humour, qui est un cabinet qui conseille les entreprises sur les questions de leadership et de management. Et puis, enfin, vous venez de publier Le pouvoir de l'humour, développer son leadership, renforcer la confiance, maîtriser l'art de la répartie, aux éditions Erol. Alors, comment vous est venue d'abord l'idée d'écrire ce livre ? Alors, l'idée d'écrire ce livre, je l'avais depuis longtemps,
parce que les personnes qui ont assisté à mes conférences ou à mes formations me disaient mais il faut absolument que tu fasses un livre. Et j'ai démarré la boîte en 2019 et je me suis dit j'ai pas assez de recul. Et les éditions Erol m'ont contacté, m'ont dit vous avez pensé à écrire un livre? Ah ben justement, maintenant que vous en parlez, je pense que c'est important d'avoir un livre parce que ça touche tout le monde. Et puis ça m'a aidé à mettre toutes les idées et toutes les expériences que j'ai vécues avec Leading with Humour depuis 2019 et les partager au public. Vous débutez cet ouvrage, donc Le pouvoir de l'humour, en déconstruisant justement les mythes qui peuvent exister sur l'humour au travail. Alors le premier mythe, par exemple, c'est on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Alors faux. Pour vous, on peut rire de tout, et on peut rire de tout avec tout le monde, mais pas n'importe comment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette nuance? Oui, alors les questions du premier chapitre sont les questions qui reviennent sans arrêt dans les conférences et que j'ai préféré adresser. Et en fait, d'après les recherches scientifiques, on est tous avec le sens de l'humour. Tous les enfants... Alors, ce sera une prochaine question, justement, juste après. Tous les enfants, à partir de 3 mois, décryptent, arrivent à savoir que leurs parents rient. Donc, d'après la science, il n'y a pas de personnes, en tout cas je n'ai pas trouvé de recherche qui disent non, il y a des personnes qui sont absolument, complètement dépourvues du sens de l'humour. Et pourtant, on a tous un collègue qu'on trouve pas, ou une collègue même qu'on trouve pas très drôle. Donc c'est ça qui est étrange de penser qu'on a tous le sens de l'humour. On le développe pas tous de la même façon. Par exemple, si vous avez une famille qui pratique l'ironie et le sarcasme, un enfant de 5-6 ans va plus le maîtriser qu'un enfant ou une famille où on ne l'utilise pas. C'est comme tout. Si vous avez l'environnement qui est adéquat pour pouvoir le développer, vous allez devenir à l'aise, vous allez le développer. Si dans votre famille, dans vos amis, dans votre environnement professionnel, c'est pas encouragé, vous n'allez pas le développer et votre muscle de l'humour va s'atrophier. En tout cas, je vous ai coupé, mais donc on parlait de ce premier mythe, du fait qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et vous dites non. Oui, on peut rire de tout avec n'importe qui, mais pas n'importe comment. Donc pourquoi pas n'importe comment? Parce qu'il faut une certaine stratégie quand on veut l'utiliser, surtout dans le monde du travail. On a tendance à jamais réfléchir à son sens de l'humour et à se dire moi je l'ai ou toi tu l'as pas, et puis c'est comme ça n'évolue pas, ça fait partie de ma personnalité. Or, comme tout, ça peut s'apprendre, ça peut se développer. Et ça s'apprend comment? Ça s'apprend en s'entraînant d'abord, et surtout il faut acquérir de la confiance. Donc je dis souvent qu'il faut s'entraîner avec des personnes où on se sent en sécurité psychologique. Oui, c'est plus facile. Voilà, on se sent à l'aise, qui vont nous faire des critiques constructives et on va petit à petit prendre de la confiance. Après, on va pouvoir aller sortir, aller au supermarché avec des inconnus dans des situations qui sont à enjeu mineur. Et après, on a cette confiance. Plus on a validé ces blagues, entre guillemets, avec son cercle de confiance, et ça donne un peu plus de courage pour pouvoir le faire dans l'entreprise. Mais encore une fois, il faut apprendre à connaître son sens de l'humour, savoir décrypter celui de l'autre, et apprendre tous les petits trucs qui peuvent permettre d'utiliser l'humour sans obligatoirement utiliser des blagues. Je pense qu'on réduit l'humour. C'est ça, donc l'idée, c'est pas de rentrer dans la pitrerie. Non, on ne devient pas le clown de l'entreprise. D'ailleurs, c'est un des mythes. Non, c'est pas pour devenir un clown. Ce que je fais, c'est pas pour transformer les leaders, les managers en comédiens. C'est pour leur expliquer il y a des situations managériales de leadership où l'humour est un avantage. Il y a certains moments dans une réunion où c'est un avantage d'utiliser l'humour et d'autres non. Et donc je leur explique comment on peut utiliser l'humour sans que ça soit nécessairement une blague, et sans que ça soit nécessairement que ce soit une blague qu'on doit créer, et à quel moment ça va aider leur leadership, aider leur charisme, aider à mieux transmettre leur message. Justement, l'humour, on peut peut-être pas l'utiliser dans tous les moments de l'entreprise. Elle a quand même une limite. Enfin, il y a une limite à l'humour. Il y a des moments où c'est plus adéquat que d'autres. Dans les réunions, dans certaines réunions, par exemple, si on fait une réunion où on veut que les membres de la réunion, les participants, puissent être plus créatifs, on va utiliser plus d'humour parce que ça va un peu décoincer la partie créative du cerveau, et les personnes vont pouvoir produire beaucoup plus d'idées créatives. Jusqu'à, je crois, 27 ou 37% plus que d'habitude, si on utilise l'humour en début de réunion, par exemple. Donc il y a vraiment des moments clés, et normalement, ça se fait assez spontanément, en bien ou en mal. Et là, je leur propose une méthode, une stratégie pour pouvoir l'utiliser. Savoir, là, je veux retirer ça je veux créer de la cohésion dans mon équipe. Je vais l'utiliser là, avec telle personne, dans telle situation, pour pouvoir créer cet avantage, ce bénéfice. Dans votre ouvrage, vous dissociez également différents types d'humour. Est-ce que tous les types d'humour ont leur place en entreprise? Par exemple, on pense à l'humour qui est plutôt agressif. Est-ce que ça a sa place? Alors,
Pas vraiment. Et souvent, les problèmes en entreprise sont dus à cet humour agressif, justement. Qu'on comprend peut-être pas tous aussi. Qu'on comprend pas tous, parce que c'est un humour qu'il vaut mieux utiliser quand on est avec des personnes qu'on connaît très bien et qui savent que c'est une blague et que vous êtes... c'est votre sens de l'humour. Sinon, si la personne ne vous connaît pas, et le problème est qu'en entreprise, souvent, on ne connaît pas très bien ses collègues, c'est quand même pas votre famille, vos amis, vous passez pas tout votre temps avec. Souvent, on ne sait pas ce qui se passe derrière la porte du bureau quand ils rentrent chez eux. Et donc, on ne sait pas si on va les heurter ou pas, si on va les blesser. Donc, en étant agressif, on prend le risque de blesser la personne. Et d'où des quiproquos, des cas de harcèlement, etc. etc. Je pense sincèrement que la plupart des gens sont bienveillants, mais parfois, effectivement, comme on ne réfléchit pas nécessairement à son sens de l'humour, on peut être maladroit et ça peut engendrer des situations difficiles. Donc, il vaut mieux y faire très, très attention dans le cadre de l'entreprise. Ça passe très vite. Une dernière question. Est-ce que l'humour a sa place dans tous les secteurs, dans toutes les industries ? Je pense que l'humour a sa place n'importe où, dans tous les secteurs. Qui n'a pas besoin de rire? Qui n'a pas besoin d'être détendu? Il y a du stress et du besoin de cohésion à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous les secteurs. Merci beaucoup Vanessa Marcier, merci d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur de Pouvoir de l'humour, développer son leadership, renforcer la confiance, maîtriser l'art de la répartie aux éditions Erol. C'est un super ouvrage. Le cercle des experts, c'est la suite du programme dans Smart Job. Comment lutter contre les discriminations au travail? On en parle notamment donc dans le cercle des experts, mais juste avant, on marque une courte pause. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Smart Job. C'est parti pour le cercle des experts. Au programme ce jeudi, 3 sujets d'actualité. La réforme des retraites. 2e jour de manifestation mardi dernier. Et cette question sous-jacente, le dialogue social est-il mort? On en débat avec nos experts dans quelques minutes. Comment lutter contre les discriminations au travail? Le gouvernement a présenté en début de semaine son plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Et c'est une première. Un volet est consacré à l'emploi. On découvre justement ensemble les différentes mesures dans quelques instants. Et puis bientôt la fin de l'intérim à l'hôpital. Le ministère de la Santé lance son plan de bataille. C'est également au programme du Cercle des experts. Allez avec moi en plateau pour aborder ces sujets. Aude de Cassé, d'abord bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de Sociétal, c'est le média de l'Institut de l'entreprise. Votre dernier numéro porte sur l'inflation et le prochain portera donc sur le travail. À côté de vous, Jean-Michel Garrigue, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, directeur associé en charge des RH au sein de BLB Associés. Et puis enfin, Marc Landré, bonjour également. Bonjour. Alors, vous êtes associé chez SIA Partners et vous êtes un ancien journaliste économique du Figaro. Oui. Tout de suite, donc, on ouvre ce cercle des experts avec cette question. Le dialogue social est-il mort? Donc, mardi dernier, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. D'après les chiffres de la police, 1 272 000 personnes ont défilé dans toute la France, plus de 2 millions selon les syndicats. Le début de mobilisation, en tout cas, le plus suivi depuis près de 30 ans contre un projet de loi de ce type. Pour autant, est-ce que le dialogue social est totalement rompu, Aude? Il faut espérer que certainement pas. Et qu'il y a toujours une table ouverte à la discussion. En tout cas, ces manifestations et cette deuxième manifestation qui a remporté un plus grand succès encore que la première, est la preuve de la bonne vitalité, quelque part, de nos syndicats qui sont, pour une fois, qui sont tous unis, ensemble, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Justement, c'est une question, ces syndicats, ils avaient perdu un peu de leur légitimité ces derniers temps, non, Jean-Michel? Oui. On a l'impression que là, ils reprennent un peu... Ils font front uni, comme on l'a connu à de multiples reprises, notamment pour des réformes des retraites. La véritable inquiétude n'est pas, je dirais, une journée comme hier ou celle du 7 et du 11 février qui sont annoncées. La véritable inquiétude, c'est ne vont-ils pas être, ces syndicats, débordés par la base, comme ça avait été le cas lors du précédent quinquennat, par le mouvement des Gilets jaunes. Tous les syndicalistes avec lesquels, ou les responsables syndicaux avec lesquels je peux discuter, leur vraie crainte,
crainte, c'est d'être débordé par des organisations qui ne sont pas contrôlées par les syndicats ou par des collectifs raisonnables, si je puis dire, et responsables, et que le pays puisse s'embraser, comme ça avait été le cas au moment des Gilets jaunes, puisse s'embraser dans un mouvement qui sera incontrôlable, que ce soit pour le gouvernement, pour les organisations professionnelles d'employés ou de salariés, ou pour n'importe quel corps constitué, si je puis dire. Marc Landré, en tout cas, si on a l'impression que le gouvernement reste inflexible, enfin qu'il n'a pas si peur que ça que le dialogue social se rompt. Le gouvernement sait que de toute façon ce ne sont pas la démultiplication des journées de mobilisation et plusieurs millions de personnes, entre 1 et 2 millions en moyenne dans la rue, qui va la faire changer d'avis sur son objectif principal. Je veux dire, Elisabeth Borne a eu beau jeu de dire ce week-end que le report à 64 ans n'était plus négociable. En vérité, il ne l'a jamais été. Je veux dire, donc là, on est dans la rhétorique, c'est de l'argutie. Je veux dire, par contre, ce qui est négociable, c'est tout le reste. Il y a l'objectif principal qui est le passage à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite et l'accélération de la réforme dite Touraine, c'est-à-dire le passage à 43 annuités de cotisation en 2027. Ça, c'est pas négociable. Ça ne l'est plus, ça ne l'a jamais été véritablement. En revanche, tout le reste, ce qu'on appelle les sucreries, c'est-à-dire tous les aménagements de dispositifs existants sur les carrières longues, sur la retraite des femmes, sur la pénibilité ou dite l'usure professionnelle, ça c'est négociable. Et on a bien vu d'ailleurs que le gouvernement a beaucoup révisé sa copie depuis le début sur ces sucreries-là, sur ces points annexes, et d'ailleurs au point qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces mesures représente plus d'un tiers de la facture finale des économies qui vont être réalisées par l'accélération de la durée de cotisation et par le relèvement à 64 ans. Donc là, il y a encore du grain à moudre, comme disait André Bergeron de FO. Il y a des choses à négocier. Les syndicats le savent bien. Et d'ailleurs, vous avez plusieurs stratégies entre ceux qui se mobilisent pour faire reculer le gouvernement sur le 64 ans, ce dont personne n'est dupe. Le gouvernement ne reculera pas sur les 64 ans. En revanche, vous avez les autres, comme la CFDT, même si de façade elle dit on veut le recul de la réforme, en revanche, ils veulent discuter, négocier sur tous les à côté qui vont permettre d'améliorer un petit peu la version du gouvernement. Mais ça veut dire quand même, de Castès, que le gouvernement écoute quand même ce qui se passe dans la rue, écoute les syndicats, puisque c'est un reproche que font les syndicats justement à Emmanuel Macron. Ils disent qu'il est assez fermé, qu'en fait c'est une position, c'est plutôt une relation verticale. Alors, évidemment, dans le sens où le gouvernement a mis en place un système de consultation et de concertation, ça sous-tend que c'est, in fine, toujours le gouvernement qui aura la main. Ça n'est pas la négociation qui est la forme ultime du dialogue social, qui est la méthode choisie. Donc en cela, les syndicats disent qu'effectivement, il y a une verticalité dans leur relation avec le gouvernement. C'est cela qu'il faut entendre. Mais maintenant, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse très fine et très juste de Marc Landré, à ceci près que j'appellerais pas ça des sucreries, c'est le terme employé. Hein. Oui, bien sûr. Tous les à côté de cette réforme des travail, en vérité, cette réforme, le lapsus est bien révélateur, cette réforme des retraites qui sous-tend la question du travail sur toutes ses formes, en réalité. On parle aussi beaucoup maintenant, grâce à ce sujet de la réforme des retraites, d'un sujet qui est l'employabilité des seniors, cette question... On va en parler justement après, de mettre peut-être plus de monde en emploi en fin de carrière, ou tout simplement pour les 60-64 ans, où on a juste 33% environ d'actifs à ce moment-là. Donc peut-être également qu'il y a à négocier, négocier, le terme est impropre. À décliner. Voilà, à décliner et dont il faut se préoccuper, entre autres. Alors, d'un bras de fer entre l'exécutif et la rue, on est passé aujourd'hui à un bras de fer à 3, où l'Assemblée nationale a aussi son rôle à jouer, faute pour le gouvernement peut-être de majorité absolue. Au fond, le dialogue social, finalement, il n'est pas mort, il change de niveau, juste, il évolue. Jean-Michel Garrigue. Oui, alors c'est tout à fait sûr. Dans la précédente réforme, le gouvernement avait une majorité absolue, donc n'avait qu'à se consacrer à passer en force, attendre des lendemains meilleurs, faire voter son texte de loi, et puis essayer effectivement d'améliorer à la marge un certain nombre de mesures. Aujourd'hui, la situation est plus difficile, car on le voit bien avec les propos, les déclarations de certains responsables syndicaux qui disent on fait beaucoup d'actions au plan local, de manière à pouvoir influer sur
certains députés, que ce soit Renaissance ou que ce soit LR, enfin des gens qui peuvent appuyer effectivement le vote du texte, leur faire peur localement de manière à les retourner et mettre ainsi en risque l'adoption de ce texte à l'Assemblée nationale. Le Sénat, ce sera un second temps, mais le jeu d'aujourd'hui des organisations syndicales, c'est aussi celui-là, alors qu'il ne pouvait pas l'être dans la réforme précédente où le gouvernement était assuré d'une majorité absolue. Alors ça passe très très vite, hein. Le dialogue social, c'est également le dialogue social en entreprise. Le cabinet justement d'expertise Syndex a publié lundi dernier son 5e baromètre annuel sur le dialogue social en partenariat avec l'IFOP. Comment se porte le dialogue social en France? C'est la question qui a été posée à plusieurs dirigeants, mais également plusieurs salariés. Et alors on va voir justement les chiffres, puisque en fait la perception sur la qualité du dialogue social des deux côtés de la table des négociations n'est pas le même. Les chefs d'entreprise et les DRH estime plutôt que ce dialogue social, il est de bonne tenue, puisqu'il le note 7,8 sur 10. Les salariés et leurs représentants donnent juste la moyenne, en donnant 5,7 sur 10 pour les salariés. Est-ce que justement ces résultats, ils sont surprenants, Aude de Castets? Ben non, ça dépend de quel côté on se place. C'est sûr que quand on est du côté des travailleurs, du travail, des représentants des travailleurs, il n'y a jamais assez de dialogue social, il n'y a jamais assez de négociations. Et puis du côté des employeurs, il y en a toujours suffisamment, il y en a même trop. Donc c'est compliqué. Ceci étant, à l'Institut de l'entreprise, où est hébergé Sociétal, le média économique de l'Institut de l'entreprise, eh bien c'est une priorité absolue pour les PDG de nos entreprises adhérentes. Je vois, on vient d'avoir Pierre-André de Chalandard qui a pris la présidence de l'Institut de l'entreprise. Pour lui, le dialogue social, c'est vraiment un axe prioritaire dans sa manière de voir, d'ailleurs, la stratégie de l'Institut de l'entreprise. Il va orienter beaucoup de ses réflexions sur ce sujet-là. C'est très prégnant à l'Institut de l'entreprise. C'est une préoccupation majeure et première. Est-ce que Marc Landré, en fait, un bon dialogue social en entreprise, ça passe par quoi, d'après vous ? Ça passe par la discussion et c'est effectif, c'est réel. Il n'y a qu'à voir l'augmentation du nombre d'accords qui ont été signés ces dernières années. Il est fantastique. Alors, il y a eu certes la crise du Covid qui a entraîné énormément de négociations sur l'organisation du travail, la mise en place de télétravail avec des primes pour financer une partie des charges afférentes au télétravail. Mais on voit bien que depuis des années, le dialogue social se porte très bien en entreprise, à tel point que toutes les centrales syndicales, à commencer par la CGT qui ne signe aucun accord interprofessionnel, c'est-à-dire au niveau national, la CGT signe plus de 8 accords sur 10 en entreprise. Ça veut dire que plus vous êtes proche du terrain, plus les négociateurs, notamment les négociateurs syndicaux, sont obligés de rendre des comptes à leurs mandants, c'est-à-dire aux salariés, et négocient finement puisqu'elles arrivent à signer des accords avec les dirigeants des entreprises. Donc, en vérité, le dialogue social, il y a deux niveaux. Pourquoi cette perception très différente ? Parce que c'est toujours pareil. Je veux dire, vous demandez aux Français est-ce qu'ils trouvent leur métier pénible ? Vous allez avoir 100% de réponses positives. Je veux dire, et pourtant, après, c'est une question de définition, c'est une question d'appréciation, c'est une question de réalité. C'est une question de fonction également. C'est-à-dire le chef d'entreprise ne va pas avoir la même idée du dialogue social qu'un salarié. Vous prenez notamment dans les TPE, dans les entreprises de moins de 20 salariés, où le dialogue social n'est pas, réglementé. Il n'existe pas en vérité. Par contre, quand vous demandez aux dirigeants de ces très petites entreprises, pour eux, le dialogue social, il est quotidien. Il est dans la relation. Il est en relation directe avec chacun des salariés dont il connaît le nom, le prénom, la situation familiale, le niveau de salaire, l'éducation, etc. Donc en vérité, le dialogue social, il est formalisé dans des grandes entreprises, il ne l'est pas dans les petites, mais il est quotidien quasiment partout. Oui, en quelques mots, il y a un chiffre significatif. En 2010, il y avait à peu près 40 000 accords d'entreprise. Aujourd'hui, on a près de 80 000 accords d'entreprise. Donc, je veux dire, c'est quand même très significatif. C'est la vitalité du dialogue social en entreprise. Alors, le dialogue social, en entreprise, ça peut également être l'occasion de s'interroger sur les discriminations au travail. Justement, c'est donc notre deuxième sujet. La Première ministre Elisabeth Borne a présenté lundi dernier un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine pour 2023-2026. Ce plan, il prévoit 80 mesures et notamment des mesures qui concernent l'emploi. Parmi les mesures phares, il prévoit des testings réguliers sur les discriminations en emploi dans tous les secteurs d'activité, publics ou privés. D'abord, on peut peut-être rappeler ce que c'est que le testing ?
C'est en fait la capacité de limiter les biais alors on parle souvent des biais cognitifs, mais là en fait des biais de recrutement. De nombreuses expériences existent. On l'a vu d'ailleurs récemment où un organisme de recherche avait fait envoyer le même CV, mais portant d'un côté un nom, je dirais, d'ascendance française classique et de l'autre un nom d'ascendance étrangère. Et les réponses des employeurs n'étaient pas du tout les mêmes. Quand réponse il y avait. Quand réponse il y avait, évidemment. Donc c'est ça le testing. Hein, c'est le fait de dire, on neutralise au maximum. Alors ça a été, vous savez, on en a beaucoup parlé, le CV anonyme, qui a été mis en place de façon assez ponctuelle et avec des retours d'expérience d'ailleurs assez diversifiés. C'est un sujet sur lequel il est extrêmement compliqué de gérer, car j'espère ne pas heurter, j'ai été DRH de groupe de médias notamment pendant de nombreuses années. On ne peut pas s'empêcher, dans la relation de deux individus, que ce soit une relation d'employeur à employé, une relation de manager à collaborateur, mais même dans la vie civile, dans la société civile, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un ressenti de l'autre, qui peut être un ressenti positif ou un ressenti plus négatif. Donc, c'est le genre de sujet qu'il va falloir traiter. Enfin, c'est l'avis des DRH que je fréquente régulièrement dans de nombreux clubs et pour de nombreuses occasions. C'est le fait de dire, l'idée de base est certainement bonne. Il faut simplement bien vérifier comment on peut l'appliquer de façon à ne pas aller à l'encontre du but recherché et ne pas avoir une mesure qui devienne plutôt contre-productive. 80 propositions. Oui. Donc effectivement, je partage. Et on les connaît pas tous. Hein. C'est pardon. Mesures. 80 mesures, absolument. Et effectivement, il ne faut pas que ça soit une usine à gaz. C'est le point. Il faut que ça soit efficace, que ces mesures soient efficaces et qu'elles ne produisent pas l'effet inverse recherché. Alors il y a aussi la proposition d'Elisabeth Borne de faire name of shame. Tout à fait. Donc, on allait en parler. De pointer du doigt les entreprises qui se comportent mal. Tout à fait. Épinglées. Et ça avait déjà été le cas. Hein, l'ancien quinquennat, il y avait différentes entreprises qui avaient été épinglées. Mais d'ailleurs, est-ce que ça fonctionne ça, au final? Oui, ça fonctionne. Parce qu'effectivement, in fine, ce sont quand même les consommateurs, les citoyens, qui vont choisir ce qu'ils vont acheter. Et si l'entreprise ne se comporte pas bien, on connaît les résultats. Donc, si on pointe du doigt, on met un focus particulier sur une entreprise qui discrimine, qui n'est pas vertueuse sur ce domaine-là, eh bien, ses produits ou ses services risquent de chuter. Et on le fait déjà. On le fait déjà, notamment sur les délais de paiement. La Direction générale de la répression de la concurrence et des fraudes met en ligne tous les trimestres les entreprises qui sont de mauvais payeurs. De mauvaises payeuses par rapport à des sous-traitants ou par rapport à des clients. Et donc là, vous avez tous les 3 mois le nombre de jours de retard de paiement et des entreprises qui sont nommément citées et avec l'amende qui est liée. Parce que la grande différence, elle est là. C'est quelle coercition vous mettez à l'entreprise. Est-ce que vous avez des déclarations de bonnes intentions, comme c'est souvent le cas en matière de discrimination, et donc dans ce cas-là, c'est plutôt de la bonne conscience que vous donnez aux entreprises, ou alors est-ce que vous les contraignez? Et on voit que quand il y a de la contrainte, malheureusement, ça marche. On le voit sur les délais de paiement. On le voit aussi sur notamment les égalités professionnelles hommes-femmes. Il faut qu'il y ait une contrainte, y compris sur les personnes handicapées, pour que ça fonctionne. En revanche, comme vous le disiez tous les deux, ça peut être contre-productif. Je rappelle la contribution de Lalande qui partait d'une bonne intention dans les années 80, qui était que si vous licenciez quelqu'un de plus de 50 ans, d'ailleurs ça revient dans le débat, parce qu'il y a des groupes qui disent il faut pénaliser les entreprises qui licencient les plus de 50 ans. Eh bien, vous aviez cette contribution qui était intelligente sur le papier, sauf qu'elle s'est retournée contre ces instigateurs et contre les seniors, puisque les entreprises se sont mis à licencier avant 50 ans pour ne pas avoir à payer la pénalité après. Donc il faut faire attention aussi avec la coercition, parce qu'elle peut se retourner contre les bonnes intentions. C'est ce qu'on appelle un panel contre-productif, parce qu'à trop vouloir, ensuite on va à l'encontre du but recherché. Et d'ailleurs, pour reboucler avec le premier sujet, c'est un facteur de dialogue social. Puisque quand les organisations syndicales se rendent compte, parfois à l'encontre des déclarations des entreprises, que la publication du nom de l'entreprise dans le name and shame, eh bien, ça suscite aussi du dialogue social en interne, où les organisations syndicales, les CSE viennent vers l'entreprise en disant
Que peut-on faire pour remonter la pente et faire en sorte de sortir de cette mauvaise position? Dialogue social, c'est la clé. Dialogue social. On passe au dernier sujet, donc direction l'hôpital, pour terminer ce cercle des experts avec l'intérim médical. Le ministre donc de la Santé, François Braun, veut mettre fin à l'intérim cannibale, ce sont ses propres termes. Il promet de bloquer les rémunérations des intérimaires dès le 3 avril prochain. En fait, son objectif, c'est tout simplement de faire appliquer la loi RIST, qui plafonne justement ses revenus de l'intérim médical, mais qui n'a jamais été appliqué faute de publication de son décret. Quels sont les risques d'une telle décision ? C'est compliqué parce qu'on a besoin de soignants à l'hôpital. Si jamais on bloque le recrutement par d'intérimaires pour être dans les services d'urgence ou dans les services de médecine générale, parce qu'on n'a pas suffisamment de corps médical actuellement, je veux dire, vous dépeuplez les hôpitaux. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que le décret n'est jamais sorti. Il est un peu démago, François Braun. Il est gentil. Parce il a l'air déterminé. Oui, il est déterminé, mais sauf qu'il ne va pas le faire pour tout le monde. Il veut le faire essentiellement pour les jeunes sortants. C'est-à-dire pour éviter que des médecins qui sortent de formation puissent se mettre automatiquement en intérim et dans ce cas-là, gagner 2 à 3 fois plus par jour que les personnes qui sont à l'hôpital. Donc je pense qu'il va le faire petit à petit pour les jeunes internes, enfin pour les anciens internes. Par contre, pour les corps installés, il n'a pas le choix. Un avis très rapide, Jean-Michel Garrigue, sur la question. Pardonnez-moi un parallèle que j'ai bien connu, c'est le même problème que les intermittents du spectacle. On préfère rester en CDD à gagner beaucoup plus d'argent parce que c'est quand même précaire. Oui, mais quand vous êtes demandé, quand la demande, si je puis dire, est moins importante que l'offre, et que donc les hôpitaux sont en recherche de praticiens, eh bien, vous avez beau jeu, surtout quand vous êtes jeune, d'enchaîner de l'intérim dans différents établissements hospitaliers, voire dans le même, parce que votre rémunération s'en trouve majorée dans des proportions très significatives. Et le vrai problème, il est là. Parce que supprimer l'intérim, c'est bien, mais faut-il encore donner les moyens financiers permettant d'absorber cette demande? Merci beaucoup. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin. Merci à vous trois. Merci Aude Castet, directrice de Sociétal. Merci donc Jean-Michel. Tout à fait. Le dernier numéro donc. Du numéro suivant sur le travail. Sur le travail. Où on a... Et celui-ci une trentaine de contributions et de contributeurs absolument passionnants. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel Garrigue. Je rappelle que vous êtes directeur associé en charge des RH au sein de BLB Associés. Et enfin, merci beaucoup Marc Landré, associé chez SIA Partners. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, on parle aujourd'hui des seniors favorisés. Leur emploi est au cœur de la réforme des retraites actuellement en débat. Le gouvernement propose en effet plusieurs mesures pour lever les freins à l'embauche et favoriser le maintien ou le retour à l'emploi des seniors. Un pari qui semble loin d'être gagné, si on en croit en tout cas la récente étude qui a été publiée par Indeed et menée avec OpinionWay au sujet justement des seniors en entreprise et de leur fin de carrière. Bonjour Charles Chantala. Bonjour. Alors vous êtes directeur commercial justement au sein d'Indeed. Avant d'entrer dans le détail justement de votre étude que vous avez publiée récemment, quand considérons-nous que nous sommes un senior? J'ai l'impression que chacun a sa définition. Tout à fait, un terme très flou et qui évolue dans le temps. On espère qu'il va se décaler plutôt dans le bon sens. Si on en croit cette étude, les employeurs et les salariés sont assez alignés. C'est un des rares cas où ils sont assez alignés. Ils estiment en moyenne qu'à partir de 54 ans, on peut être considéré comme un senior. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore beaucoup d'études qui sortent sur le sujet des seniors qui considèrent qu'à partir de 45 ans, on rentre dans cette case. Oui. Donc, comme quoi, il y a encore du chemin à faire d'un point de vue culturel. Premier constat de votre étude, justement, 78% des dirigeants aimeraient conserver leurs salariés au-delà de l'âge légal de départ en retraite, donc au-delà de 62 ans pour le moment. Alors, est-ce que le problème viendrait plutôt des salariés, justement ? Alors, c'est sûr que là, il y a un décalage entre les employeurs et les salariés. Les employeurs, vous venez de le dire, majoritairement préféreraient garder leurs collaborateurs un peu plus longtemps. Ça paraît logique dans une période de grande tension sur le marché du travail. Du côté des salariés, pour l'instant, on n'a que 36% d'entre eux qui disent qu'ils seraient prêts à prolonger leur activité professionnelle. Ça monte à 50% si on leur dit sous certaines conditions, donc j'imagine des conditions salariales ou peut-être d'aménagement du temps de travail. Mais oui, c'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas d'alignement des intérêts. Alors, c'est plutôt au niveau du recrutement des seniors que le bas blesse dans votre étude, puisque seuls 60% des recruteurs indiquent avoir l'intention de recruter quelqu'un, là pour le coup de plus de 45 ans dans les prochains mois. 18%
confesse n'en avoir jamais recruté jusqu'à présent, c'est quand même incroyable. Pourquoi cette méfiance ? Passé 45 ans, on ne peut plus être recruté ? Oui, c'est vrai qu'il y a des freins indéniables. On a même 26% des employeurs sondés qui admettent qu'ils auraient une discrimination évidente. C'est-à-dire qu'ils auraient privilégié ACV égal, ils privilégieraient quelqu'un de plus jeune. Donc cet état de fait, il est expliqué par 2-3 grands critères. Le premier, c'est les inquiétudes sur l'état de santé de ses collaborateurs. 45 ans. Ouais, c'est ça, ce qui paraît un peu étonnant. Et la deuxième, c'est la question de la rémunération. On part du principe que ce sont des rémunérations plus élevées. Les deux sont douteuses comme explication, dans le sens où pour 100 salariés, les plus de 45 ans et même les plus de 50 ans ont tendance à avoir moins d'arrêts maladie que les plus jeunes de nos collaborateurs. Donc comme quoi les préjugés ont la vie dure. La moyenne est souvent faussée par 1 ou 2 congés maladie très longs, mais en revanche, voilà, sur un échantillon, cette inquiétude sur l'état de santé de nos collaborateurs plus âgés n'est pas fondée. Et de la même manière, je pense que sur la rémunération, il va falloir qu'on change un petit peu de logiciel, puisque la réalité, c'est qu'on va avoir de plus en plus de reconversions au fil de la vie, et qu'on va avoir des personnes de 50 ans qui seront juniors. Alors la France figure parmi les mauvais élèves en ce qui concerne l'emploi des seniors, avec un taux d'emploi de 56,8% des 55-64 ans. Par exemple, au Royaume-Uni, c'est 64,4%. Pourquoi on est le mauvais élève ? Alors, le premier facteur, bien sûr, c'est que notre âge légal de départ à la retraite aujourd'hui est à 62. Donc quand on prend la tranche 55-64, on englobe des réalités très différentes. Le taux d'emploi n'est pas si mauvais quand on regarde par exemple les gens de 59 ans et de 60 ans. On a même un taux de chômage, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, qui est assez faible. Il est plus faible que dans la moyenne de la population. On n'a que 6,3% de taux de chômage pour la tranche de 45 à 60 ans. Mais on a malgré tout certaines réticences, on l'a dit, pour l'embauche. On a une frange de cette population-là qui est en inactivité. Donc effectivement, elle n'est ni au chômage, ni en emploi. On voit bien qu'on a des gens qui s'orientent vers de nouvelles formations, qui sont en quelque sorte l'antichambre de la retraite dans les dernières années avant la retraite légale. Alors, on pense beaucoup aux problèmes que peuvent poser supposément ou avérer les seniors dans une entreprise, mais on met rarement justement plus en avant leur plus-value ou leur potentiel. Quel est justement l'apport des seniors en entreprise ? C'est vrai que c'est le paradoxe, c'est que ils sont discriminés à l'embauche alors qu'ils sont plébiscités une fois en poste. C'est parmi les personnes avec qui les collaborateurs déclarent préférer travailler. Exactement, on a 86% des employés qui disent préférer travailler avec des gens plus âgés qu'eux. Donc comme quoi, il n'y a pas de jeunisme. C'est quoi, c'est l'expérience ? Exactement. Dans l'ordre, on va avoir ce qui est cité très régulièrement, ça va être la compétence métier, bien entendu, mais c'est aussi une forme d'autonomie, une agilité et une capacité à transmettre. Donc ça, c'est reconnu et par les employeurs et par les salariés. D'ailleurs, l'Institut Montaigne a publié récemment une note qui est intitulée « Emploi des seniors, agir sur tous les leviers ». Justement, cette idée de transmission, c'était dans leur proposition, peut-être de mettre en place un contrat de transmission. C'est important pour vous ? Oui, il y a un enjeu de transmission. On plébiscite depuis des années... en tout cas du côté du recrutement, les soft skills, la capacité à transmettre et à être le lion au sein d'une entreprise. Mais je pense que surtout ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est plus quelque chose qu'il serait bon de faire, c'est devenu indispensable. On ne peut pas d'un côté assister à une baisse de la population en âge de travailler, à une baisse du nombre de personnes disponibles dans soi-disant les âges idéaux, c'est-à-dire si je mets de côté les jeunes et que je mets de côté les vieux, il n'y a plus en France suffisamment de candidats pour pourvoir les postes. Merci beaucoup Charles Chantalas. Je rappelle donc que vous êtes directeur commercial au sein du site d'emploi Indeed. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis demain, vous retrouvez Eva Ben Saadi pour un prochain numéro de Smart Job. À bientôt.